une seule humanité. Avec nous, les Homo sapiens, donc les ancêtres des 7 milliards d'hommes et de femmes, d'aujourd'hui, eh bien, malgré la diversité qui est là, ici déjà, mais celle du monde entier, génétiquement, nous sommes issus d'une population de 60 000 individus il y a 90 000 ans. Tous nos gènes viennent d'une population de 60 000 individus il y a 90 000 ans. Nous, les Homo sapiens, nous venons d'Afrique. Ça, c'est les fossiles qui nous le disent. Mais également la génétique, également la linguistique. Et aujourd'hui, on est capable de reconstituer l'arbre de parenté de tous les mythes qu'il y a dans le monde. Et peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure. Ces mythes nous amènent à avoir des relations différentes avec nos robots, comme on verra tout à l'heure. Et très clairement, nous, les Homo sapiens, nous sommes en Afrique et au sud du Proche-Orient, péninsule arabique. Au nord, l'homme du nord, c'est Néandertal. Néandertal est en Europe, c'est le vrai européen, et il va jusqu'en Sibérie, on sait depuis l'année dernière. Au cœur de l'Asie, on a les hommes et les femmes de Denisova. On sait que c'est une autre lignée, on ne sait pas comment ils étaient, parce qu'on n'a qu'une phalange, mais on les connaît par l'ADN. Et il y en a d'autres, certainement à Java et les petits hommes de Flores. Donc, je le disais tout à l'heure, une seule humanité sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie, plusieurs espèces d'hommes. Ça bouge avec les fluctuations climatiques, hein, c'est les âges glaciaires. Grosso modo, ça c'est assez stable. Et à un moment donné, il y a 100 000 ans, nous les Homo sapiens, nous entamons une expansion comme jamais dans l'histoire de la vie. C'est-à-dire que nous partons il y a 90 000 ans d'Afrique orientale, d'autres viennent d'Afrique du Sud, mais c'est d'autres espèces. Et ça, c'est un scoop, ça ne vous a jamais été dit. Donc nous partons d'Afrique et du Proche-Orient, et nous sommes en Australie, et même peut-être en Amérique du Sud avant d'être en Europe. Nous sommes en Australie et en Amérique du Sud avant d'être en Europe. Vous allez me dire, mais pourquoi ils vont pas en Europe? C'est à côté. Ben parce qu'en Europe, il y a quelqu'un qui nous attend et qui n'est pas content, c'est Néandertal. Néandertal, nous allons cohabiter 10 000 ans avec eux, échanger. Hein, vous savez que dans cette salle, pour tous les Nord-Africains, vous avez 2 à 4% d'ADN de Néandertal. Bon, j'en ai repéré certains et certaines à 10%. Des noms. Des noms. Alors, je vais faire casser la figure. Non, attention, on a dit comment Néandertal était smart, donc il n'y a pas de souci. Hein, alors, attendez, là, on vient de découvrir. Je vous ai dit, on a des espèces différentes. Donc, par définition, on ne peut pas se reproduire avec Néandertal. Mais comment se fait-il que nous avons capté les gènes qui permettent d'être blonds ou roux à la peau claire avec les yeux bleus? Car Néandertal, par sélection naturelle, pendant 400 000 ans, a fini par acquérir cette peau claire qui permet de mieux synthétiser la vitamine D en absorbant mieux à travers de la peau, donc, la lumière solaire. J'ai perdu le nerf, voilà. Et nous, on l'acquiert rapidement. Et bien, on sait aujourd'hui, en génétique, que on peut capter des adaptations d'une espèce qui est proche de nous dans l'histoire. C'est pareil entre les poissons, c'est pareil entre les hommes. Et par exemple, on sait, c'est publié il y a un mois, les hommes et les femmes de Denisova avaient acquis une adaptation pour vivre en très haute latitude, et bien que les gens du Tibet aujourd'hui, dans le Dalai Lama, a des gènes de Denisova. Il faut que je lui dise, quand j'en parle à Mathieu Carrière, ton Dalai Lama, il a l'ADN de Denisova. Donc, on s'aperçoit qu'on a une souplesse extraordinaire, que même les espèces avec lesquelles on s'est séparés depuis 500 000 ans, donc Néandertal et nous, Denisova c'est 1 million d'années, nous sommes encore capables de capter des adaptations des autres. C'est absolument extraordinaire. Donc, ce qui est nouveau aussi, et c'est peut-être de là que part la science-fiction, c'est qu'on comprend bien qu'à pied, parti d'Afrique, on aille vers l'Europe, on aille vers l'Asie, ça va très très vite. Et qu'est-ce qui fait qu'on va en Australie? Mesdames et messieurs, il y a toujours au minimum 80 km de mer à traverser pour aller en Australie. C'est les lignes de Wallace et de Weber. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'horizon. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes décident d'eux-mêmes d'aller vers l'inconnu absolu, c'est-à-dire vers des terres qui ne sont pas connues? Alors il y a des gens qui me disent, ils ont pris le chemin le plus court. Et je lui dis, attends Coco, il n'avait pas Google Maps. Il n'en savait rien. Alors on a fait l'expérience récemment, c'est un article que je vais sortir dans un mois, avec un grand événement autour de l'homme le navigateur, surtout à Nantes, ça sera un plaisir de revenir pour ça. Et là, on a fait l'expérience, vous connaissez pour les plus anciens ici, les moins jeunes, pardonnez-moi, soyons positifs, vous connaissez l'expérience du Kentucky, vous savez, la navigation voilà, par Thor Jorgensen. Eh bien, ça a été refait,
eh bien, il suffit de construire un super radeau quand même. Ils n'ont pas fait du premier coup. Dans la mer de Timor, et une semaine après, ils se sont retrouvés où? Eh, ça ne s'invente pas, à la ville de Darwin. C'est quand même merveilleux, quoi. Ok? Et en fait, c'est la première fois, alors qu'il y avait d'autres espèces d'hommes, que nous sommes capables de franchir les horizons. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre tête d'Homo sapiens qui fait qu'il y a peut-être 70 000 ans, des hommes et des femmes décident de leur propre volonté d'aller dans l'inconnu absolu et aujourd'hui d'aller dans la planète Mars ou ailleurs. Et nous sommes encore ces hommes et ces femmes qui ont besoin d'aller par-delà les horizons. Et la science-fiction, ça commence avec les premiers aborigènes. Et c'est là que le film merveilleux, vous savez, L'étoffe des héros, vous avez une scène merveilleuse dans L'étoffe des héros, et ce film est merveilleux, sur la conquête spatiale américaine. Vous avez les gars qui partent, et vous avez donc, on voit ça aussi dans Apollo 13, et vous avez les aborigènes qui participent. Je crois qu'ils ignoraient dans ce film que les premiers extraterrestres étaient peut-être les aborigènes australiens. Donc cette hybridation, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais... non, c'est des transferts d'adaptation, on ne parle pas d'hybridation. Ce transfert d'adaptation... Ça vient de sortir, on vient de comprendre. D'accord, donc ce transfert d'adaptation, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait la même chose entre... Alors, avec l'image que ça présuppose, entre les machines et les humains, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des robots, on fabrique des robots intelligents, quand on pense à une capacité, qui ont des capacités d'adaptation, qui ont des algorithmes d'auto-apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'eux qui déteindront sur nous, peut-être pas changer, ce ne sera pas d'ADN, ce ne sera pas des informations génétiques. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se transmettre aux humains, qui va transformer l'évolution des humains, qui vont finalement coévoluer avec les soviétiques, les robots en particulier, qui vont reproduire? Alors ça, c'est la coévolution. C'est ce que je viens de dire. La coévolution, il y a plusieurs aspects. Coévolution, c'est bien comprendre que nous n'évoluons pas seuls. Nous coévoluons avec les organismes qui nous entourent. Alors là, je crois que c'était passé le film Le ventre, notre deuxième cerveau. Vous savez qu'on vient de bien comprendre que là, tel que vous êtes, mesdames et messieurs, 80% des cellules qui sont de votre corps, et bien 80% c'est pas à vous. C'est du microbiote, c'est-à-dire ce qu'on appelle la faune intestinale et tout ce que vous avez sur votre peau. Et on est en train de découvrir que nous coévoluons avec. Ça, c'est valable pour toutes les espèces. Il y a une autre coévolution dans laquelle nous sommes de manière vertigineuse, et c'était votre question, c'est-à-dire que l'homme aussi, les populations humaines, vont connaître des sélections génétiques qui vont être liées aux choix culturels qu'ils ont faits. Par exemple, quand nos ancêtres agriculteurs prennent la décision de transformer des produits laitiers et de consommer des produits laitiers, c'était une sélection absolument redoutable sur la faune intestinale, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent consommer du lait ou ne pas consommer du lait.